Bonjour à tous, bienvenue sur My 3x3 Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Aujourd'hui, c'est la troisième et dernière partie de l'entretien que j'ai réalisé avec Yann Julien, CTS de la Ligue des Alpes de basket et assistant de l'équipe de France de basket 3-3. Vous pouvez retrouver les deux vidéos précédentes ici sur le petit i et à la fin de la vidéo. La troisième partie est consacrée à la pédagogie dans le 3-3. On va dire dans le 5-5, les joueurs commencent à faire du basket vers 5-6 ans. Dans le basket 3-3, à quel moment on peut spécialiser ou à quel moment on peut vraiment partir sur du basket 3-3 ? Alors, réellement, aujourd'hui, je pense que spécialiser les joueurs à faire du 3-3 très tôt, je vois pas le truc. Je pense réellement que la racine, elle doit être commune et que se spécialiser et faire que du 3-3, on doit pas l'envisager avant d'être senior, tu vois. Je dirais peut-être à partir peut-être de U20, U21 ou U23. Avant, ça serait vraiment prématuré. Parce que je pense que l'un et l'autre peuvent se servir réellement. Ça veut dire que y a des choses dans le 5-5 qu'on va pouvoir se servir dans le 3-3 et puis inversement. Par contre, ce que je crois vraiment, c'est d'arriver à maintenir un très fort contenu sur le 5-5 et puis à y injecter de façon sporadique et régulière du 3-3. Pour que nos jeunes joueurs puissent être prêts un jour à faire la bascule, c'est-à-dire quand ils vont passer senior, tu vois, U23, et qu'ils vont dire bah tiens, le truc pourrait vraiment m'intéresser et faire que du 3-3, qu'ils puissent le faire sans que ça soit une découverte totale, ça c'est important. C'est important aussi pour nos équipes de France jeunes 3-3, pour que nos joueurs puissent naviguer facilement du 5-5 au 3-3 sans que ça soit une découverte permanente. Ça a plusieurs aspects. Ça peut mettre en lumière certains fondamentaux qu'on a plus de mal à exploiter dans le 5-5, on en a parlé tout à l'heure. Ou plutôt sur l'autre partie, ce qu'on disait dans les relations extérieures-intérieures, dans le jeu sans ballon, dans le jeu de coupe, dans les fondamentaux, dans l'adresse. Par exemple, ça c'est vraiment des choses qui peuvent servir le 5-5. Et puis après, il y a d'autres aspects qu'on a plus de mal à aller chercher. Je pense notamment au développement de l'autonomie du joueur. Donc le joueur est jamais autonome. Des fois, ça fait peur au coach. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent « Ah mais dis donc, t'es pas frustré de pas pouvoir coacher Non, pas du tout. C'est d'autres choses qu'il faut aller explorer. Il faut inviter ou accompagner le joueur à prendre et assumer aussi des choix pendant le cours du jeu, mais ça l'oblige à réfléchir sur le basket. Et ça le rend meilleur. Pour l'anecdote, la première fois que je pars dans le 3-3, on part à Astana, championnat du monde, et on joue contre la Chine. Et les Chinois, c'était peut-être l'une de leurs premières expériences de 3-3, et vous savez que vous ne pouvez pas communiquer avec le staff dans les tribunes. En tout cas, il ne faut pas que le joueur, à un moment, rentre en communication avec le staff. Et donc, on se retrouve à jouer contre les Chinoises, et les Chinoises complètement perdues dans le jeu, elles n'arrêtaient pas d'essayer de rentrer en communication avec les coachs, et elles sont averties une première fois par les arbitres, boum, faute technique. Waouh, qu'est-ce qui se passe ? Ah ouais, elles sont rentrées en communication parce qu'elles étaient incapables de réfléchir d'elles-mêmes. Elles n'avaient pas du tout anticipé ça. Les coachs jouaient à la PlayStation. Ils annonçaient toutes les formes de jeu qu'il fallait mettre en place, les checks, ce qui n'allait pas, les changements. Et ça, dans le 3-3, c'est interdit par le règlement. Et puis deux, c'est trop restrictif. Il faut qu'à un moment, tout ça ait été prévu en amont, que le coach et ses joueurs ou ses joueuses aient pu bosser là-dessus, quoi. Et donc du coup c'est vachement intéressant parce qu'on a des discussions qui sont du coup bien plus profondes que ce que j'ai pu parfois des fois vivre dans le 5-5, dans le 3-3, parce que là il faut creuser la stratégie, il faut creuser les réflexions qu'on peut avoir sur les changements, et ça se fait en amont, et on essaie d'accompagner le joueur pour lui donner des clés pour qu'il puisse ouvrir les bonnes portes pendant les matchs. Et ça c'est vraiment un secteur qui est hyper intéressant donc c'est pas du tout frustrant de ne pas pouvoir coacher pendant les matchs. Un petit peu la transition avec ma deuxième question sur le rôle de l'entraîneur dans le basket 3-3. Est-ce qu'il y a d'autres points qu'on peut voir une spécificité par rapport au 5-5 ? Je pense que ce qui est intéressant avec le 3-3, c'est vraiment d'arriver à remettre l'athlète complètement au centre du projet.
comme je disais, on a évacué certaines problématiques de management qu'on retrouve très peu dans le 3-3, ça veut dire les problèmes de frustration par rapport au temps de jeu, même s'il y a une hiérarchie, hein, il faut que cette hiérarchie-là soit établie, partagée, n'empêche qu'elle est vachement moins frustrante quand vous êtes sur une hiérarchie dans le 5-5 de 12 joueurs, bon, le 12e, le 11e, le 10e, soit ils ont des missions très spécifiques, soit ce sont des gens qui sont extrêmement bien insérés dans un groupe et qui vont amener sur l'aspect social, cohésion, soit c'est des gens qui vont pas faire de vagues et qui ne poseront pas de problème. Mais bon, il y a toujours une partie de frustration quand même à gérer. Sur le 3-3, ça existe moins, et donc on peut vraiment se concentrer sur l'accompagnement de l'athlète. Les spécificités, c'est peut-être aussi dans le choix des joueurs. Du coup, on est toujours un peu confronté à différentes problématiques dans la sélection des joueurs, sur les profils, parce que même s'il faut beaucoup de polyvalence, on reste avec des profils soit de deux grands qui vont amener effectivement un peu de taille, qui peut nous servir dans le jeu posté, dans les situations de rebond, qui est fondamental aussi dans le 3-3, on n'en a pas parlé, mais avoir une grosse activité sur le rebond, notamment dans le rebond offensif, c'est quelque chose qui est primordial. Donc soit avoir deux grands et puis deux joueurs créateurs qui vont pouvoir porter un peu la balle dans la raquette pour créer des décalages donc dans le duel et qui vont avoir un gros secteur d'adresse, soit on part dans une autre configuration de trois joueurs de grande taille et un seul créateur. Donc il y a toujours ce double questionnement là par rapport à la sélection des joueurs, et puis après il y a aussi le profil des bonhommes, c'est-à-dire que si vous prenez des joueurs qui sont incapables d'être dans l'autonomie, si vous prenez des joueurs qui ont énormément de difficultés sur l'aspect humain, voilà, vous ne pouvez pas vous permettre dans une sélection de 4 joueurs d'avoir un fruit pourri. Si vous avez quelqu'un qui est pourri, derrière la contamination, elle va être hyper rapide, et ça c'est danger maximum. Donc il y a un choix de sélection qui est assez fin à faire, et on n'a pas trop le droit de se tromper. Alors dernière question, on va plutôt parler maintenant du terrain, de l'entraînement. Quelles sont les différences entre un entraînement 3-3 et un entraînement 5-5, au-delà bien sûr des règles qui sont différentes au niveau pédagogique? Alors, fondamentalement, les différences, bon, mis à part, il faut bien prendre en compte la spécificité du 3-3 avec le demi-terrain. Ce qui va changer après beaucoup aussi par rapport à l'entraînement, et ça revient par rapport à l'aspect du management, c'est d'arriver beaucoup à impliquer le joueur. Alors, il ne faut pas passer son temps soit à expliquer, soit à expliquer tout le temps le joueur. C'est pas ce que je suis en train de dire, parce qu'il faut qu'à un moment le joueur soit aussi en activité le plus souvent possible. N'empêche que il faut effectivement que lui aussi, petit à petit, on l'amène vers un petit peu plus d'autonomie, à faire des choix. Pour vous donner un exemple, quand on va bosser sur les checks, donc sur les petites formes de jeu, on doit des fois se laisser la possibilité aux joueurs de choisir leur propre check ou de faire un choix parmi des checks qu'on va proposer. Par contre, il faut qu'ils arrivent à le défendre. Il faut qu'ils arrivent à y mettre une vraie logique derrière. Une logique qu'ils vont expliquer au travers de leur action sur le terrain, ou une logique qu'ils sont capables de verbaliser. Et ça, il faut le faire sur le terrain, mais aussi en observation. Soit de ses coéquipiers, parce qu'on s'entraîne jamais à 4, hein, en 3-3. Il faut être 6 au minimum, et c'est bien d'être à 8. Et après, on peut avoir des effectifs aussi bien plus importants, où on va être 12 ou 16, où là, on va travailler du coup sur les deux demi-terrains du terrain de 5-5. Mais donc, du coup, d'accompagner le joueur pendant l'entraînement, en lui disant, bon, ben, voilà, mais qu'est-ce que tu penses de cette situation-là, pour qu'il soit capable de verbaliser, d'arriver à l'accompagner, de lui dire aussi quand il se trompe, parce que ça, c'est nécessaire. Là, tu fais fausse route. Et puis aussi, après, il y a tout le travail avec la vidéo, où là, on peut les remettre devant les images. Les images, ce sont des faits, c'est factuel. On peut pas dire, ah oui, mais je pensais que j'étais là. Non, non, regarde, tu es là. Est-ce que tu penses que c'est la bonne position à avoir par rapport à cette situation de jeu-là? Et donc, du coup, c'est par ces outils-là qu'on arrive effectivement à les faire avancer aussi sur l'autonomie, à les faire gagner aussi en maturité. L'adresse, quand on a le temps, l'adresse est quelque chose qui doit prendre part dans l'entraînement de 3-3 de façon hyper importante. Et après, il y a tous les phénomènes de transition qui ont aussi une grosse part dans l'entraînement. Les transitions, j'étais en train de défendre, j'attaque, donc ce qu'on peut appeler nous le jeu rapide, le jeu de transition ou le jeu en continuité qui va découler de tout ça si on n'est pas arrivé à trouver une situation rapide. Et puis après, la transition défensive aussi, on en a parlé dans l'autre partie. Au moment où il faudra être capable de gagner le plus de temps possible
sur l'horloge de l'adversaire, de façon à ce qu'il ait le moins de temps, une fois qu'il a passé l'arc, pour pouvoir attaquer. Donc ça, ce sont des points qui sont à réinjecter dans l'entraînement de façon très importante. Et la dernière part, on essaye aussi, la culture du 3-3 est différente de la culture du 5-5. Dans le 5-5, les choses sont assez normées. Un truc tout bête, il n'y a pas de musique pendant les matchs. En 5-5, s'il y a de la musique pendant une compétition internationale, l'arbitre il siffle, hop, 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 on arrête la musique. Non, en gros, on vous fait comprendre qu'est-ce que c'est que ce bordel-là. Dans le 3-3, c'est un peu l'inverse. S'il n'y a pas de musique, là, il y a un problème. Alors, moi, quand j'ai commencé à entraîner au Pôle Espoir, des Alpes à Voiron, on avait notre entraînement de Pôle Espoir, normal, dans le 5-5, et juste à côté de notre salle, il y avait les grimpeurs qui s'entraînaient. Ils s'entraînaient, donc le torse nu, toujours avec de la musique. Puis franchement, au début, on rigolait un peu en disant bon, ouais, c'est leur truc là, c'est pas sérieux quand même. Les mecs, ils sont torse nu, il y a de la musique. Ça ressemblait avec notre culture du 5-5, un peu à un sport, j'allais dire de plage, détente quoi. Et puis au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'en fait, non, ça fait partie complètement de leur culture et que c'est pas parce qu'il y a de la musique et qu'on est torse nu qu'on peut pas avoir des plans d'entraînement extrêmement rigoureux et à la recherche de performance. D'ailleurs, l'escalade est devenue olympique. Et donc du coup, tout ça, je m'en suis rappelé quand je suis rentré dans le 3-3, où la musique, elle est omniprésente, parce que ça a été construit comme ça, que ça fait partie de la culture, qu'il y a un côté... on fait tout pour que ça soit effectivement fun, hyper rapide. On dit d'ailleurs qu'un match de 3-3, c'est un sprint, 21 points ou 10 minutes, ça va super vite. Et donc du coup, des fois à l'entraînement, on essaie de réinjecter ce côté-là. On fait des échauffements en musique, et c'est pas parce qu'il y a de la musique que derrière c'est pas rigoureux, c'est pas parce qu'il y a de la musique que ça peut pas être intense et très sérieux. J'entraîne en club là en 5-5 et ils avaient une difficulté sur la partie loisirs. Ils perdaient du monde et donc du coup il y a un des salariés du club qui est en formation et qui a suivi un peu l'évolution du 3-3. Il s'est dit mais pour la partie loisirs, si on remettait le truc en route avec le 3-3, ça a plusieurs avantages. On peut facilement faire un entraînement de 3-3 avec moins de monde. Et on n'est pas obligé d'être 10. Voilà. Il suffit d'être 6 et on peut directement matcher. Ça correspond bien à la mixité et donc avoir des garçons, des filles dans le loisir, c'est top. On va y mettre un côté fun, ça veut dire qu'on va mettre de la musique et puis on va mettre tout un aspect convivial. Et ça match super bien. Le 3-3, je trouve, à toute sa place, à tous les étages, avec sa propre culture qui est naissante, avec sa propre culture, que ça soit au haut niveau ou que ça soit sur des niveaux loisirs ou de formation du joueur. Réellement. C'est un truc, c'est hyper rafraîchissant, ça fait du bien. Eh ben Yann, merci déjà d'avoir accepté cette rencontre vidéo. Merci à toi. Donc Yann, je vais te laisser le dernier mot pour cette vidéo. Le dernier mot il est simple, c'est Vito aussi ton expérience de 3-3. Parfait. À plus. Merci à Yann Julien d'avoir participé à cet entretien. Si tu as aimé ces vidéos, pense à liker, pense à t'abonner, pense à commenter et pense à partager. Retrouvez les 2 premières vidéos ici. À la prochaine.